Bien, je crois que nous pouvons commencer, c'est-à-dire reprendre nos travaux. Comme vous l'aurez compris, le dispositif, et d'ailleurs le lieu, est tout à fait différent de celui d'hier. Nous étions dans une logique d'atelier. Nous étions éclatés, comme on dit, entre ateliers. Et voilà que nous nous retrouvons tous dans ce tronc commun, ici au Vinci, pour une série de tables rondes. Table ronde signifiera que vous n'aurez pas affaire à une suite d'exposés académiques, entre guillemets, mais à un échange, même si chacun des intervenants, par exemple pour cette première table ronde qui donnera peut-être pas le modèle des autres, mais en tous les cas qui vous précisera de quoi il s'agit, chacun aura quand même, je dirais, une dizaine de minutes pour présenter son point de vue. Et je commencerai d'ailleurs par les présenter. Donc, c'est la première table ronde, vous aurez compris qu'il y en a 4 au total. Le thème est la cuisine française, carrefour d'influence étrangère. Il n'y a même pas de point d'interrogation, donc on considère que la cuisine française est déjà un carrefour d'influence étrangère. Après tout, on aurait pu, pour la bonne méthode, laisser un point d'interrogation. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour supprimer le point d'interrogation. Les différents participants, dans l'ordre de leur prise de parole, donc je leur rappelle qu'ils ont grosso modo une dizaine de minutes, parce que s'ils ont une dizaine de minutes, ils vont en prendre 15. Déjà, ça va nous faire 1 heure d'exposé, même introductif. Il faudra bien qu'ils se répondent mutuellement. Très sincèrement, je ne suis pas sûr que nous aurons beaucoup de temps pour les questions de la salle. Je préfère vous le dire tout de suite, puisque nous disposons d'1 heure et demie, et que la moindre des honnêtetés, c'est de ne pas trop décaler les tables rondes suivantes. C'est aussi notre responsabilité. Donc nous verrons si nous avons le temps de laisser la parole à la salle, c'est-à-dire à vous, évidemment. Donc assumer la frustration, peut-être, de cette limitation de parole, voire absence de prise de parole de la salle. Donc dans l'ordre interviendrait Jacques Puiset, qu'on ne présente pas, qui a été le président fondateur de l'Institut français du goût et bien d'autres choses encore. Ensuite, ce sera Faustine Régnier, sociologue chargée de recherche à l'INRA et auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur l'exotisme culinaire, et plus récemment, en collaboration avec 2 de ses collègues, un petit livre tout à fait utile sur la sociologie de l'alimentation. Et la parole sera ensuite donnée à Christian Boudan, qui est indéfinissable par le polymorphisme de ses activités, de ses identités, mais qui est, disons, écrivain, culinologue, dit-il, donc assumons culinologue, et qui vient de publier Paris Cuisine au milieu du monde, c'est tout à fait ça, sous-titré Histoire au singulier et recettes au pluriel d'aujourd'hui, chez Jean-Paul Rocher, oui, je fais la publicité gratuite. Et puis, je ne dis pas que nous terminerons en beauté, mais la discussion continuera avec, j'allais dire, nos 2 chefs, Alain Sindrins. Et puis, nous attendons Jean Bardet, qui, en tant que hôte, sait ce que c'est que la mise en scène, et donc se fait prier. Et donc, il va arriver tout à l'heure. Voilà. Donc, on verra si c'est avec lui que nous terminons ou avec Alain Sindrins. Quelques mots de cadrage, rapidement. En tant qu'historien, le thème « La cuisine française, carrefour d'influence étrangère » m'inspire simplement 4 réflexions très rapidement. Première réflexion, bon, j'ai l'impression d'ailleurs que ce sont des évidences, je ne vous apprendrai rien. Je ne sais pas s'il y a des lois en histoire, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ressemblerait à une loi, c'est que la circulation a toujours existé. Je dis la circulation peut-être plus que l'échange, parce que l'échange, c'est une forme de circulation où les 2 partenaires sont dans une position un petit peu dialectique. Généralement, il y a échange, il y a au moins circulation. Et dans tous les domaines. Nous sommes ici dans un lieu, je veux dire, ce forum est l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, qui affirme que la dimension culinaire a une signification culturelle. En permanence, on pourrait faire des comparaisons, et tout ce qu'on va dire ici sur la cuisine pourrait très souvent être applicable à l'architecture, à la musique, à la littérature, etc. Je crois que c'est absolument clair. Donc, la circulation, c'est une sorte de règle. Et il est bien évident que, sans cela, on ne comprendrait pas comment tel produit, telle manière de faire ou telle recette s'est retrouvée francisée ou inventée. Parfois, c'est une réinvention en France ou par des Français, alors qu'évidemment, quand on en suit la traçabilité, comme on dit maintenant, on se rend compte que l'origine, entre guillemets, étrangère est avérée. Bon, un cas presque extraordinaire de ça, c'est qu'il va de soi pour le commun des mortels que les manières de cuisiner dites à la provençale où la cuisine provençale suppose la présence de la tomate, mais la tomate étant d'origine américaine, on peut dire que ce n'est pas d'une provençalité si ancienne que ça. Et maintenant, bon. Donc, c'est évident, les produits, les manières de faire, les techniques, les apprentissages culinaires comme autres, et les recettes qui sont à l'aboutissement de tout ça, sont
le résultat de métissage et d'influence étrangère. Bon, je crois que c'est clair. Deuxième remarque, en ce qui concerne la France, pour des raisons diverses et en particulier géographiques, nous avons affaire à un pays qui a déjà eu à intégrer une sorte d'exotisme interne, si je peux me permettre d'utiliser cette formule sous le contrôle en particulier de Faustine Rignet, je dirais d'acculturation, puisque la circulation entre nos régions, nos provinces, était déjà une circulation par rapport à quelque chose d'un peu étrange. Ça n'allait pas de soi d'intégrer, en particulier dans la capitale, qui a certainement joué un grand rôle, Paris a joué un très grand rôle, des recettes, des manières de faire qui venaient respectivement de l'extrême ouest, de l'extrême sud, de l'extrême nord, etc., de la France. Il a fallu déjà qu'il y ait cette circulation-là, et l'étrangeté, elle pouvait commencer dans peut-être la bouillabaisse, etc. D'autant plus que la France, ayant été, contrairement à beaucoup d'autres pays, mais avec quelques autres pays qu'il faudrait étudier en parallèle, un pays de colonisation, dans les régions françaises, il faut inclure les colonies. Donc on peut débattre sur le statut actuel du couscous comme plat national français, mais en tous les cas, il est clair que dans l'espace français, puisque incontestablement, à un certain moment, l'Afrique du Nord faisait partie de l'espace français, dans l'espace français, il faut intégrer aussi l'apport colonial. Donc quand on parle d'étrangers, on voit bien que les frontières sont floues et élastiques. Troisième remarque préalable, par une sorte de paradoxe, mais qui est assez classique, tous les historiens en sont convaincus, et ça vaut pour tous les domaines de la culture. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que quand on dit cuisine, il faudrait penser architecture, musique, ça fonctionne très bien. C'est précisément parce qu'à une certaine époque, oui, j'ai oublié de dire qu'il faudrait débrancher les portables, à certaines époques, la France a pu être hégémonique, c'est-à-dire dominante, en particulier sur le plan culinaire, mais sur d'autres plans. C'est précisément pour ça, c'est à la fois la cause et la conséquence, qu'elle a été ouverte aux influences étrangères. C'est-à-dire une situation de domination, et on ne peut pas nier qu'il y ait une situation de domination économique, mais surtout symbolique de la cuisine française, on ne peut pas le nier, à la fois pour s'en réjouir, pour éventuellement le regretter, etc. Ça supposait, en fait, une sorte d'internationalité. C'est fatal. Et je précise que ce serait très intéressant de voir l'équivalent. Je vous donne un exemple qui, justement, ne concerne pas la cuisine, pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Un architecte américain, il y a 100 ans, il allait de soi, s'il avait un peu d'ambition, qu'il allait faire ses études à Paris. Il allait à l'école des Beaux-Arts, il revenait aux États-Unis, dans le cœur du Middle West, avec en poche son diplôme d'architecte français, et c'est là qu'il obtenait les belles commandes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous vous promenez dans le Middle West, vous avez une architecture qui est d'inspiration très française, très Beaux-Arts, et que d'ailleurs les Américains appellent Beaux-Arts style, le style Beaux-Arts, parce qu'il était appris rue Bonaparte à Paris. Donc ça vaut pour tous les domaines. Donc plus on salue Jean, plus on est d'une certaine façon dans une situation de domination, d'hégémonie, plus on est fatalement ouvert. Alors, quelle est la nature d'ouverture, justement, aux influences étrangères? Et puis, dernière remarque, évidemment, c'est celle qui peut peut-être le plus nous inspirer. Et je ne sais pas comment les différents intervenants vont rebondir là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être simplement obsédé par ça. Est-ce que cette tendance ne s'est pas considérablement accélérée depuis quelques générations, au XXe siècle, et en particulier en fin de XXe siècle, au début du XXIe siècle? Et est-ce que la notion, d'ailleurs, d'étranger ne finit pas par se dissoudre? C'est une question, ce n'est pas du tout une affirmation. Et la notion d'identité, et en particulier d'identité nationale, ne serait-elle pas en train de se dissoudre sur ce terrain comme sur les autres? Parce que je termine cette intervention préalable en rappelant que cette question, elle se pose sur tous les plans. Qu'en est-il de l'avenir des langues, Est-ce qu'il y a, par exemple, une musique française aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une musique française, y compris une musique savante ou une musique populaire? Est-ce qu'il y a un rock français ou est-ce qu'il y a une musique symphonique française? Voilà. Donc les identités nationales, ça signifie encore quoi? Et est-ce que, effectivement, la fusion globale au sens de globe, planète, serait la loi? C'est une question. C'est une question que tout le monde se pose, soit de façon ironique, soit de façon perplexe, soit de façon angoissée, pour chacun dans son style, mais elle mérite d'être posée. Voilà. Alors, je ne sais pas si, avec à peu près une dizaine de minutes chacun, et d'autant plus que vous voudrez certainement répondre à d'autres questions, les intervenants de cette première table ronde pourront enrichir le débat, mais certainement ils vont l'enrichir, ne serait-ce qu'en répondant à d'autres questions que celle-là. Et je commence donc par Jacques Puiset. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup de joie de me trouver à Tours, où le goût est né il y a
quarantaine d'années, il est né ailleurs, mais je veux dire que de voir que c'est un sujet qui se poursuit. Alors, cuisine française, Carrefour, bon, je pense que quand on emploie le mot cuisine, la finalité de la cuisine, c'est la gastronomie. Donc c'est un art. Bon, ça c'est déjà un point important. L'art, ça ne s'apprend pas, ça se maîtrise. Donc nos amis cuisiniers font des gestes pour aller vers cette dimension artistique. La gastronomie, vous êtes dans la dimension polysensorielle. Cher ami, vous avez parlé d'architecture, on est en monosensoriel, la peinture monosensorielle. La gastronomie, lorsque vous goûtez un morceau de pain, lorsque vous goûtez un filet de sole, etc., ou un verre de vin, tout votre corps est engagé. Et ça, je pense que c'est un point à souligner. Comme c'est un art, mais c'est un art, comment je peux dire, qui est incontournable pour la bonne raison, c'est que nous avons besoin d'air pour respirer, nous avons besoin d'eau pour nous hydrater, et nous avons besoin 2-3 fois par jour de mettre un peu de carbone dans le poêle pour que ça brûle. Donc le cuisinier est au service d'un bien vital. Et cela renouvelé chaque jour. Donc on est dans une autre dimension que vendre un stylo, une voiture ou un bouquet de fleurs. Alors, la France, dans tout cela, quand on regarde ce pays, on a des conditions climatiques très variées, avec un nombre de kilomètres de côte important, donc on a du poisson, on a des forêts, on a du gibier, on a des pâtures, on a du lait, enfin on a un peu de tout. Quand on regarde bien par rapport aux autres parties du monde, ce petit pays, et il a la chance, on va dire, d'avoir proposé, grâce à une agriculture qui, malheureusement, à mon point de vue, porte, il est étonnant que les hommes prennent à cœur et s'enrichissent on va dire, d'œuvrer autour de ces produits pour les grandir. Le cuisinier, c'est de prendre... Alain, il a la gentillesse de temps en temps de me faire un saumon à l'argile. Hein, c'est simplement un saumon, c'est la maîtrise de la cuisson pour faire en sorte que ce saumon, sa chair soit la plus noble possible. Bon. Et à ce moment-là, je nourris mon corps avec le saumon, c'est sûr, mais j'alimente ma connaissance, mon esprit, mon centre du plaisir, hein, parce que ce saumon est bavard. Alors, la France a sait faire ça, elle le fait, et je peux vous dire que quand je vais dans les pays, je suis d'ailleurs très bien accueilli, si vous arrivez dans un pays avec la cuisine et puis la cave et le garde-manger, ça va tout seul. Hein. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris quelque chose. Et tout cela parce qu'on est né dans un pays où il y avait les éléments, et ça a permis à ces hommes de grandir, avec, j'ajouterai une petite chose, c'est qu'ils ont su mettre la note affective. En effet, faire la cuisine pour faire la cuisine, c'est bien, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand ils ont envie de nous donner à manger. Et là, vous allez retrouver le mot « donner ». Eh bien, ces hommes-là, je faisais une petite intervention dans une école hôtelière dernièrement, j'ai dit à des jeunes cuisiniers, si vous n'avez pas ce sens de donner, vous changez de métier. Donc, vous voyez, derrière cette cuisine, on est dans une pluridisciplinarité, pluriculturalité, plurisensorialité, avec au bout un geste d'amour. Et je terminerai, parce que je dois être dans mes 10 minutes, en revenant sur la notion de nourriture et d'aliments. Il est exact qu'on nous reproche parfois, moi je suis responsable dans des instances internationales où c'est la langue française qui est choisie pour parler de ces sujets. Ben, c'est tout à fait normal. L'alimentation va s'appuyer, on l'a vu, sur les produits de la terre, donc des terroirs. Le mot terroir n'est pas traduisible en anglais. On va parler de vin de 10 ans, 20 ans, etc. La pérennité. Je faisais un colloque à des amis américains l'autre jour. Ils m'ont dit, tu nous fais parler sur un mot qui n'existe pas dans notre langue.
Et puis enfin, je terminerai, c'était d'ailleurs une remarque qu'avait fait le professeur Trémolière il y a quelques années, que la nourriture en anglais se traduit par food. Donc c'est ce qui nourrit le corps. Mais on peut passer de la nourriture à l'aliment quand cette nourriture a un contenu émotionnel. Car à ce moment-là, elle alimente l'esprit. Et nos amis anglais n'en ont qu'un mot. Donc il est certain que si on continue sur un plan de mondialisation, de parler de choses avec des mots qui ne correspondent pas au même contenu, on peut s'égarer. C'est pour ça que je demande à mes amis anglais de réintroduire ce mot alimente qu'ils avaient dans leur langue et qui a disparu dans les années 1840 avec l'approche industrielle. Voilà, monsieur Horry, les petites choses que je pouvais vous dire pour lancer le débat. C'est effectivement une très bonne façon de lancer le débat. Faustine Régnier, vous avez un micro. Oui, bonjour. Écoutez, moi je pense qu'il me paraît important de souligner 3 points, et je pense que j'arriverai à les évoquer dans les 10 minutes. Tout d'abord, c'est pour quelles raisons historiquement la cuisine française a fait une place aussi importante aux cuisines étrangères. Deuxième point, c'est comment on fait concrètement au niveau des pratiques culinaires pour intégrer ce qui vient de l'étranger et ce qui n'est pas évident. Et troisième point, pourquoi au fond on considère, ce qui n'est pas évident non plus, que ce qui vient de l'étranger vient enrichir la cuisine française. Je précise que mon point de vue est celui parce que j'ai travaillé sur un matériau particulier, est celui de la cuisine domestique, et donc des pratiques quotidiennes, et pas du tout celui de la grande cuisine, ce qui pose certaines spécificités dont on pourra parler ultérieurement. Donc partons du constat que la cuisine française s'est enrichie au fil du temps des cuisines étrangères, et que l'on constate effectivement, en particulier au XXe siècle, une très grande diversité des cuisines étrangères qui viennent enrichir les pratiques françaises, alors avec des modes qu'on pourrait évoquer ultérieurement, mais une très grande palette des cuisines étrangères, notamment si on compare avec d'autres pays, par exemple en Allemagne, où la palette des cuisines étrangères qui viennent nourrir la cuisine allemande est beaucoup plus restreinte. Donc partons de là. Alors pourquoi, pour quelles raisons historiques, la cuisine française est allée comme ça s'enrichir des cuisines étrangères? Il me semble que le premier point est lié à l'existence d'une grande cuisine française. La création de la cour de Versailles tout d'abord et le fort centralisme français ont été à l'origine d'une grande cuisine qui a été très, très vite assurée de sa supériorité et qui, assurée donc de sa domination, est allée s'enrichir à l'étranger, notamment parce que les cuisiniers français étaient appelés dans des pays étrangers. Je pense par exemple au voyage de Vincent Lachapelle au XVIIIe siècle, qui est allé en Angleterre ou aux Pays-Bas, qui serait peut-être même allé en Inde, donc qui sont appelés à l'étranger, qui découvrent des aliments, d'autres pratiques, qui viennent ensuite enrichir leurs pratiques à eux. Donc on a là une grande tradition dans la cuisine française d'appel à l'étranger. Excusez-moi. Deuxième point, pour ce qui concerne les raisons historiques, il me paraît important de souligner l'importance de la colonisation. Là encore, l'histoire coloniale française a été longue et importante, et là on a vraiment une modalité de contact avec l'étranger extrêmement précoce et importante, qui a permis tout d'abord d'établir des flux de produits alimentaires, des flux de produits étrangers en France, avec les grandes découvertes tout d'abord et ensuite plus spécifiquement avec les opérations coloniales. Et on voit bien comment l'expansion coloniale en particulier constitue une forme d'âge d'or d'intégration des cuisines étrangères, en particulier des cuisines des anciennes colonies. Je pense ici aux cuisines du Maghreb, aux cuisines des Antilles par exemple. C'est à ce moment-là qu'on s'intéresse plus spécifiquement à ces cuisines étrangères. Et ça peut expliquer la grande diversité des cuisines étrangères en France. Troisième point qui peut éclairer peut-être, mais c'est plus ambivalent, l'intégration forte des cuisines étrangères en France, ce sont les flux migratoires. La France est un pays d'accueil spécifique. Alors, est-ce qu'on peut établir des liens étroits entre flux migratoires
et intégration de cuisine étrangère. Dans certains cas, oui, on pense aux cuisines asiatiques, et notamment au commerce asiatique, qui ont constitué, pour les pratiques quotidiennes, en particulier, un important vecteur de familiarisation avec les produits et les cuisines asiatiques. Dans d'autres cas, c'est moins clair. Pour donner juste un exemple, les Maghrébins sont la communauté étrangère la plus importante en France, et pourtant, au niveau des pratiques quotidiennes, la cuisine d'Afrique du Nord, alors le couscous c'est un cas particulier, on pourrait l'évoquer après, ce ne sont pas des cuisines qui sont très bien représentées, et je mettrais ça en rapport avec une figure assez ambivalente de l'immigré, parce qu'il me semble que pour qu'il y ait intégration des cuisines étrangères, il faut malgré tout que l'étranger reste un peu lointain et un peu mystérieux. Et donc, en situation de migration, l'étranger devient extrêmement proche. Des différences qui autrefois étaient séduisantes elles s'exacerbent et paraissent souvent assez négatives. Donc là, il me semble que dans certains cas, ça constitue un frein. Quatrième point, évidemment, l'intégration des pratiques, des cuisines étrangères est liée aux pratiques touristiques, et que le tourisme constitue évidemment un mode de découverte de produits ou de plats étrangers que l'on va chercher ensuite à cuisiner chez soi. Il y a d'autres événements, donc là j'ai évoqué ces 4 domaines parce qu'il me semble que ce sont vraiment les domaines dans lesquels les Français, les cuisiniers français ou les ménagères françaises, puisqu'il s'agit de ça pour mon matériau, rentrent en contact avec l'étranger et que ça permet une découverte et une familiarisation avec des produits et des pratiques étrangères. Il y a des événements aussi plus ponctuels ou plus conjoncturels qui peuvent lancer, alors là ce sont plutôt des modes, par exemple les Jeux Olympiques à Tokyo en 64 sont vraiment à l'origine d'un engouement, alors sont à l'origine tout d'abord de voyages de grands cuisiniers français au Japon, mais aussi on le voit bien dans le reste de la population française, on voit à cette époque-là naître un engouement assez marqué pour la cuisine japonaise. Donc ça c'était plutôt le cadre historique qui peut éclairer, sans l'expliquer tout à fait évidemment, pourquoi la cuisine française va chercher à s'enrichir de l'étranger. Deuxième point, comment on fait ? Je voudrais dire d'abord que ça ne va pas de soi de consommer des cuisines étrangères, et que ce qui est étranger, donc une valeur objective, c'est aussi un peu étrange. Donc là, on passe à une valeur un peu plus subjective, et donc ça peut faire peur. Et là, je serais peut-être plus... Alors, c'est une hypothèse, mais je serais peut-être plus réservée sur la comparaison ou l'assimilation avec d'autres domaines comme l'architecture ou la mode. Il me semble que acheter un produit étranger, le transformer dans sa cuisine et ensuite le consommer, ça engage peut-être un peu plus qu'acheter un bijou ethnique ou du mobilier exotique, parce qu'on incorpore en soi quelque chose d'étranger. Alors, je sais qu'on peut en discuter, mais il me semble que c'est aussi à l'origine d'une forme de crainte et de refus de l'étranger. Ce qui fait qu'on n'intègre pas la nouveauté alimentaire en bloc, on n'intègre pas totalement les cuisines étrangères, et qu'elles sont soumises à tout un processus de codification, de réappropriation. Et en fait, il s'agit de rendre plus comestible, ce qui nous paraît extrêmement étrange et parfois menaçant. Donc on adapte au goût français, on adapte aux pratiques quotidiennes, on adapte aussi en fonction du génie du cuisinier, et ça je pense que les cuisiniers en parleront bien mieux que moi. Au niveau des pratiques plus quotidiennes, c'est évidemment beaucoup plus simple. Comment on fait pour introduire quelque chose d'étranger ? On joue beaucoup sur la substitution. On prend par exemple une recette étrangère. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des acras antillais. Donc dans les années 30, on a pas mal de recettes d'acras, mais on remplace les ignames par des topinambours. Alors ça répond évidemment à la difficulté des ménagères à se procurer des ignames à cette époque, qui sont rares et sans doute chers, mais c'est aussi une façon de composer avec ce qui est inconnu et de garder malgré tout un côté un peu français à une recette qui peut paraître très étrangère. Alors là, c'est un exemple, mais ça fonctionne quasiment tout le temps comme ça. Donc il s'agit à chaque fois, pour intégrer ce qui est étranger, de ramener quelque chose qui est très inconnu à un cadre un peu plus connu et plus familier. Et c'est au prix de cette familiarisation qui est lente qu'on peut intégrer l'étranger. Dernier point, qu'est-ce que ça recouvre, cette idée de s'enrichir de ce qui est étranger ? Il est clair qu'au niveau des individus, la curiosité et le désir de variété, ça pousse, malgré cette crainte, à aller s'enrichir de quelque chose de totalement nouveau. Alors bien évidemment,
Mais là, je pense qu'on est plus au niveau des discours et des représentations qui sous-tendent cet intérêt pour les cuisines étrangères. Et ça, c'est assez classique. On voit bien comment le fait d'intégrer de nouveaux produits, ça permet de varier le quotidien, ça permet de lutter contre l'ennui et de varier des traditions qui paraissent parfois un peu lourdes ou un peu ennuyeuses en intégrant de nouveaux aliments. Je ne me lancerai pas dans la liste des produits exotiques qui ont été intégrés tout au fil du XXe siècle dans les pratiques quotidiennes. Ça permet d'intégrer de nouveaux modes de cuisson. Je pense par exemple aux cuissons à la vapeur, qui ont été intégrés par ce biais-là. Ça permet aussi de s'intéresser à de nouvelles saveurs. En France en particulier, on voit bien comment l'appel aux cuisines asiatiques a permis d'intégrer la saveur sucrée-salée qui était plutôt étrangère jusqu'à cette époque-là. Voilà. Ça permet aussi de consommer d'autres... Enfin, le poisson cru, par exemple, n'avait rien d'évident au palais français, et avec l'influence des cuisines japonaises notamment, c'est devenu quelque chose d'extrêmement valorisé. Voilà. Donc tout ça, ça permet aussi d'aller à la découverte de l'étranger, et ce qui me permet de rebondir sur ce que vous disiez sur les cuisines régionales. Et là encore, moi, je serais peut-être un peu plus, pas plus prudente, mais il me semble que quand on s'intéresse aux cuisines étrangères, on a une forme de souhait d'aller à la découverte de l'étranger. Alors évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on codifie, on réduit, donc c'est partiel, forcément. En même temps, quand on regarde sur 50 ans, la façon dont on intègre les cuisines étrangères, on voit bien comment quelque chose qui était extrêmement réducteur au début se précise au fil du temps. Je donnerai l'exemple de l'exotisme antillais. Dans les années 30, les acras constituent une recette particulière, mais on a essentiellement des recettes de dessert, donc fondées sur l'usage du sucre, ce qui n'est pas sans rapport avec le fait que les Antilles, du fait de la colonisation, ont été des îles à sucre. Donc quelque chose de très réducteur, une cuisine en fait essentiellement composée de crudités, donc peu élaborée, de fruits et de desserts. Et au fil du temps, on voit comment des plats plus conformes à ce qui est effectivement consommé aux Antilles apparaissent. Donc on voit apparaître le colombo, et on a une cuisine plus proche, me semble-t-il, des pratiques culinaires antillaises. Donc on a aussi une forme de reconnaissance de la spécificité de l'étranger qui se fait au fil du temps. Voilà. Donc pour conclure... Ah oui, alors pour les cuisines régionales, excusez-moi. Donc on a un souhait de découvrir ce qui est étranger, et donc le point de référence, me semble-t-il, est le cadre national. Alors que pour ce qui concerne les cuisines régionales, qui effectivement peuvent paraître exotiques aux yeux des Parisiens notamment, on n'a pas ce discours-là sur l'étranger, c'est plutôt allons à la découverte de notre richesse nationale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour conclure donc, peut-être pourrions-nous évoquer la singularité du cas français. Si l'on compare par exemple la France et l'Allemagne, on voit bien comment l'Allemagne, qui n'a pas eu du tout la même histoire coloniale, qui n'a pas participé de la même façon aux grandes découvertes, a été familiarisée beaucoup plus tardivement avec les cuisines et les produits étrangers, et c'est un mouvement qui est beaucoup plus récent. Il n'est pas moindre parce qu'il y a un fort désir de rattrapage, mais il est beaucoup plus récent. Et de là, on pourrait aussi peut-être poser la question de la mondialisation, puisque effectivement, l'accélération des flux de communication, des transports et des flux de produits et des flux d'hommes a conduit à un accroissement de la mondialisation. Mais est-ce que pour autant, ça uniformise les pratiques nationales? Il ne me semble pas, et justement, quand on part de l'exemple des cuisines étrangères, on voit bien comment une même cuisine étrangère qui se diffuse en France ou en Allemagne n'est pas du tout réinterprétée de la même façon. Ce qui pose la question de la persistance du cadre national dans la définition des cuisines. Merci. Effectivement, les derniers mots ouvrent une vaste carrière à la discussion. J'espère que nous aurons le temps pour cette discussion, mais donnons tout de suite la parole à Christian Boudin. Oui, bonjour. Comme M. Horry m'a gentiment prêté plusieurs casquettes, je vais librement porter celle d'historien et vous parler en 10 minutes, 15 minutes de les influences étrangères dans l'histoire de la cuisine de Paris. Pourquoi Paris et pourquoi pas la France? Non pas parce que je suis parisien, mais la France est indéfinissable dans son histoire, si je puis dire, puisque c'est un concept à géométrie variable qui se crée depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XV en s'étendant progressivement depuis le domaine royal. Donc j'aurais beaucoup de mal à vous faire une histoire des influences étrangères en France. Il faudrait que j'y intègre le Languedoc, l'Alsace, la Provence, etc., ce que je suis incapable de faire.
Voilà, c'est en guise d'introduction. Je voudrais, en 6 ou 7 mouvements, vous donner un peu un aperçu de cette archéologie qui traverse nos plats et ce qui a fait un peu les fondements de notre goût par rapport à cette ville ouverte qui est Paris depuis que les Romains se sont installés sur les bords de la Seine. Les Romains nous ont apporté une culture culinaire totalement différente par rapport à ce qu'était la culture gauloise, qu'on voit maintenant émerger depuis 10 ou 20 ans dans les travaux archéologiques et qui ressemble guère à celle que se fait en lisant Astérix. Les Romains ont apporté une culture culinaire différente, ils ont apporté l'huile, ils ont apporté le vin et le vinaigre, ils ont apporté le goût du bouilli et des sauces aigres douces, chose qui ne faisait pas vraiment l'ordinaire des Gaulois, d'après ce qu'on peut en savoir. C'est très important puisque cette installation des vignobles en bord de Seine va perdurer jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle et donner à Paris ce goût des sauces piquantes, ce goût du vinaigre, de la vinaigrette, qui est le fondement de toutes nos sauces. Je ne parle pas ici, bien sûr, des sauces qui sont des réductions de viande. La deuxième chose importante dans cette période qui s'étend jusqu'au Haut Moyen-Âge, c'est la porosité avec le monde germanique, ce monde germanique qui descend sur ces mêmes bords de Seine et qui finit par se métisser étroitement avec cette culture romaine. Les Germains ou les Francs, dans cette histoire, étant très attirés par le prestige romain, mais la configuration particulière de géographie en bord de Seine, en bord de fleuve, va permettre ce métissage. Pourquoi ? Parce que les Romains ont pu recréer en fait une agriculture de céréales sur les plateaux céréaliers, ont pu installer leurs vignes sur leurs coteaux. Les Germains, eux, vont trouver dans cette configuration un paysage de forêt qui va leur permettre de reconstituer leur mode agricole qui est beaucoup plus diversifié, qui utilise en fait plus le jardinage, plus la forêt que ces grandes étendues et qui leur permet de faire paître des troupeaux qui sont beaucoup plus diversifiés que les Romains qui mangeaient surtout du porc. Donc là, on va trouver en fait un mélange de cultures à la fois du bouilli romain et de la viande de bœuf, duquel va émerger au Moyen-Âge ce goût des Parisiens pour la viande bouillie, pour le pot-au-feu, pour ces choses lentement mijotées dans des bouillons sur le bord des réchauds. Je continue vite dans ce panorama de presque 2000 ans. Je vais passer très rapidement sur l'influence arabe en Méditerranée, qui est surtout marquée dans toute l'Europe par le goût des épices et du coloré dans l'alimentation médiévale. Ceci perdure en France jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle même. Évoquer rapidement l'influence espagnole du siècle d'or et l'influence italienne de post-Renaissance. La cour espagnole a connu, avec la découverte de l'Amérique, un afflux de richesse. Les cuisiniers espagnols ont écrit à ce moment-là, vers 1600, au tournant donc du XVIe, XVIIe siècle, et nous ont laissé des détails extrêmement intéressants sur les problèmes qu'ils rencontraient. Ils rencontraient notamment le problème de servir vite un grand nombre de plats à la cour. Les fastes étaient déjà précédaient un petit peu ceux de Louis XIII, enfin du moins ceux de Louis XIV, et ils ont inventé le roux. Et les manuels culinaires espagnols disent clairement que les choses sont trop fragiles dans les liaisons à l'œuf et il faut faire de la farine frite. Alors, notre sauce espagnole, évidemment, ne vient peut-être pas d'Espagne, mais elle témoigne quand même d'une influence puisque deux reines de France venaient d'Espagne, de l'influence d'outre-Pyrénées. Les Espagnols, d'ailleurs, proclament chez eux qu'ils sont un peu les maîtres de la cuisine française. Je dis ça à titre d'anecdote. Quelques mots aussi sur l'influence italienne, qui a fait beaucoup pour les buffets froids et ce goût de la présentation qu'on trouve dans la cuisine d'Ancien Régime, sur aussi l'arrivée du sucre par la Méditerranée qui sera amplifiée par les arrivées donc à la fin du XVIIe siècle par l'Atlantique et les grandes cargaisons qui viennent du Brésil. Les Parisiens ont à ce moment-là extrêmement grossi, ils boivent du café, ils boivent du chocolat, ils boivent des liqueurs et ils prennent beaucoup de kilos. Je continue, puisque j'en suis là au XVIIIe siècle, par une influence majeure dans notre cuisine, celle que moi-même j'ai sentie quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, on me servait des légumes bouillis avec du beurre fondu, de la cervelle au beurre fondu, de la morue au beurre fondu. J'ai l'impression que j'ai mangé du beurre fondu toute mon enfance. Ceci nous vient des Anglais. L'influence anglaise sur la cuisine française est fondamentale. Elle se développe à la fin du XVIIIe siècle dans le sillage de la révolution industrielle, dans le sillage aussi de l'extension des libertés publiques en Angleterre, du prestige de la philosophie anglaise avec Locke,
de tout ce mouvement qui est encensé par Voltaire et les philosophes de l'encyclopédie. La mode, à ce moment-là, se trouve à Londres. Londres est une ville qui n'a rien à voir avec Paris, qui est beaucoup plus animée. Les routes anglaises sont encombrées de marchands. Les campagnes anglaises commencent à se couvrir de manufactures. La France, par rapport à tout ça, a 50 ans de retard. Cette influence est considérable. C'est elle qui amène à Paris le goût anglais, le goût des cakes, le goût de la viande saignante, le goût du beefsteak. Le beefsteak est une invention anglaise. Le goût du roast beef. Les restaurants anglais s'ouvrent à Paris. On ouvre une taverne de Londres à Paris, c'est la première, c'est celle de Beauvilliers en 1780, et j'ai oublié l'année. Cette influence anglaise est formidable. On la retrouve jusque dans le livre d'Escoffier que vous connaissez tous, où il y a un chapitre de sauce anglaise. On se demande qu'on n'a pas intégré cette histoire, on se demande ce que ce chapitre de sauce anglaise fait ici. Cette même période est vraiment très intéressante. Cette même période du Consulat et de l'Empire qui voit cette influence anglaise arriver très très fort, c'est aussi celle d'une autre influence de la Provence. Les Provençaux montent à Paris pendant la Révolution. Ils nous ont amené la sauce tomate, ils nous ont amené l'ail, ils nous ont amené la cuisine à l'huile. Grimaud de la Reynière jure contre cette cuisine à l'huile qu'il trouve absolument dégoûtante et nous dit que la cuisine française se doit faire uniquement au beurre. Pourtant, cette période très intense, on y trouve aussi le piment, on y trouve l'aubergine, bien sûr, et l'exemple du restaurant des Frères Provençaux à Paris qui diffuse sa brandade de morue est assez emblématique de cette période. Cette installation du goût provençal est relativement lente, et comme la viande saignante anglaise est résistante, on trouve des écrits tout au long du XIXe siècle qui se moquent des boucheries anglaises dans Paris, hein, c'est-à-dire les restaurants qui servent du roast beef, et puis de celles qui font la cuisine à l'huile ou qui servent pimenté, des choses comme ça. L'Angleterre aussi, juste pour compléter, n'a pas vraiment réussi c'est le moins qu'on puisse dire, à installer son pudding. Par contre, les cakes pour les enfants sont vraiment rentrés dans la cuisine française. Elle a aussi amené, peut-être plus bizarrement qu'on ne se représente pas le panorama international, toutes ces sauces fortes. Le curry est arrivé en France par l'Angleterre, le piment est arrivé par l'Angleterre, la sauce de soja est arrivée par l'Angleterre. À ce moment-là, l'Angleterre a produit elle-même ses propres sauces fortes et ses ketchup qui sont devenus des tomates, mais qui au début n'étaient pas de la tomate, étaient faits avec des champignons. Cette influence traverse tout le siècle, elle est dans tous les livres. Et moi-même, je le dis, je l'ai ressenti dans mon enfance et je ne comprenais pas trop pourquoi. Je comprenais pas pourquoi je mangeais ça. Après, j'ai un peu compris. Je continue ce petit panorama. Le 19e siècle voit principalement un mouvement non plus, enfin, en dehors de ce grand souffle du large du monde qui s'est ouvert sous la domination britannique, voit un mouvement d'immigration très fort à Paris. Il commence par une immigration intérieure, et là on rejoint une problématique, où commence la frontière en France et où s'arrête-t-elle? Une immigration intérieure, et moi-même je me pense un peu comme je suis d'origine moitié Beauceron, moitié Poitevin. J'étais tout seul à Paris, je me pense un peu comme un immigré d'une certaine façon. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien voir aussi les choses comme ça. Et cette période de la Restauration et de Louis-Philippe voit une arrivée massive à Paris. Paris se peuple, se grandit et très très vite, de gens du Limousin, de Bretagne et du Nivernais aussi, du Berry, Nivernais. Et ces populations font grossir beaucoup la population parisienne. Ces immigrés font grossir la population parisienne. Ils ont laissé un certain nombre de choses. À Paris, on peut trouver les crêperies ou peut-être le goût des fruits de mer, mais c'est plus le poisson et fruits de mer est beaucoup plus lié aux arrivages de Normandie. L'Auvergne a laissé ses Auvergnats et assez peu de plats. Elle a laissé les Auvergnats et leur commerce de café-restaurant, puisqu'ils se sont fortement implantés. Assez peu de plats, le petit salé aux lentilles, mais la potée et la ligo n'ont jamais vraiment fait une percée, sans doute beaucoup plus adaptés à un climat plus rigoureux. Ces vagues migratoires sont amplifiées sous le Second Empire par une arrivée massive qu'on a totalement oubliée, celle des Allemands. La population immigrée allemande à Paris a oscillé entre 5 et 10% pendant quelques décennies. C'était surtout une population ouvrière concentrée dans le faubourg Saint-Antoine et autour de la gare de l'Est. Ils travaillaient dans les fabriques de meubles, dans les industries naissantes. On leur doit les brasseries et on leur doit le goût de la bière. Paris, à ce moment, avant ça, ne buvait très peu de bière.
La choucroute est une autre histoire, puisque la choucroute est amenée à Paris par les Alsaciens au moment où l'Alsace-Lorraine est annexée sous Louis XV. Donc la cour, à ce moment-là, mangeait déjà de la choucroute. Mais le goût de la brasserie est typiquement lié à cette immigration allemande. Cette immigration allemande disparaît, on voit bien pourquoi, à la guerre de 70, et puis le retour timide qui s'est effectué disparaît complètement un peu avant la guerre de 14. Les Belges aussi ont été très présents. On en a gardé le lapin au pruneau et les endives flamandes. Les Anglais très présents, je viens d'en parler aussi, mais moins installés, plus touristes. Les Suisses aussi étaient présents. On en a gardé le goût de faire de la raclette, curieusement. Et puis, la fin du siècle voit surtout une grande vague d'immigration italienne qui, en fait, n'apporte pas grande nouveauté aux Parisiens. Les produits italiens sont les produits étrangers les plus présents en France depuis le Moyen-Âge. À travers les foires, les Français connaissent le parmesan et le saucisson de Bologne depuis le haut Moyen-Âge. Les pâtes italiennes se sont imposées sous la Révolution alors qu'il y avait très peu d'Italiens à Paris. La sauce tomate, elle, s'est imposée dans le cours du XIXe siècle. Et puis cette vague d'immigration italienne a fini par faire de l'Italie un petit peu ce qui a été longtemps notre seconde cuisine et qui a beaucoup d'importance chez nous. Le XXe siècle, juste une parenthèse, cette fin du XIXe siècle nous fait virtuellement ignorer tout ce qui est le Moyen-Orient et l'Asie. La Chine, par exemple, ne figure qu'à titre de curiosité. Elle sert à la fois de produits exotiques et de repoussoirs littéraires dans les écrits des voyageurs ou des missionnaires ou des militaires, où on aime bien raconter qu'on a mangé des ragoûts d'yeux de chat noir ou des choses de ce goût-là. Les cuisiniers français ne découvrent la cuisine chinoise qu'en 1889, au cours de l'exposition universelle. Là, il y a des articles d'ailleurs dans la revue culinaire qui sont assez intéressants. Là, ils tombent un peu en arrêt au restaurant transsibérien sur leurs collègues chinois et ils sont assez impressionnés. Alors, moi, je mettrai le début, là, le début un peu de la conscience asiatique dans la cuisine française. À la fin du XIXe siècle, il existe quelques restaurants, disons turcs, pour parler de façon générale, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui est moyen-oriental s'appelle turc. Les gens ont encore des passeports de l'Empire ottoman. Il faudra attendre 1922-1923 pour différencier tout ça. La suite de la guerre de 14 voit s'installer une première communauté asiatique, enrôlée de force à partir de l'Indochine, de la Chine du Sud, dans l'armée française. Ils ont créé des quartiers autour d'arts et métiers, puis de la gare de Lyon, et commencé à diffuser un peu ces restaurants chinois qui sont restés les mêmes globalement jusque dans les années 60-70. Je mangeais dans ces restaurants chinois dans les années 60-70. C'est sûr qu'étant allé de nombreuses fois en Chine après, je me suis rendu compte que ce que je mangeais en 1960 à Paris dans un restaurant chinois était qu'assez approximativement chinois. L'entre-deux-guerres n'apporte, en dehors de cette immigration chinoise, voit commencer à arriver une population maghrébine qui s'installe dans le quartier de la Goutte d'Or, sans que c'est beaucoup de conséquences pour le moment sur la cuisine française. Les vraies conséquences de l'implantation maghrébine arrivent vraiment dans les années 60-70, où le couscous est quelque chose qui devient complètement intégré, même si peu de gens fabriquent, encore moins ne roulent pas la semoule bien sûr, mais même ce service font le couscous non précuit. C'est quand même assez compliqué. C'est plutôt un plat qu'on va manger au restaurant. Par contre, la merguez, là, est dans toutes les boucheries, et il m'est même arrivé de trouver de la merguez avec du porc dans la merguez. Ce qui est quand même un signe d'acculturation assez grand. J'ai eu une parenthèse d'ailleurs sur le taboulet qui lui a fait une entrée fulgurante, est devenu taboulet ET dans notre culture. C'est du couscous froid avec des petits morceaux de poivron, alors que le taboulet, évidemment syro-libanais, c'est une salade de persil avec du boulgour. Comme quoi le destin des plats peut être assez curieux. Ces dernières décennies ont vu aussi une extension du Moyen-Oriental à travers aussi la présence massive maintenant de Libanais à cause de la guerre du Liban. Donc un certain nombre de plats sont rentrés, peut-être je finis en quelques minutes, un certain nombre de plats sont venus enrichir notre palette, que ce soit le houmous fait avec des pois chiches ou que ce soit le concombre au yaourt, le caviar d'aubergine, etc. Le Moyen-Orient
pas tellement rentré au niveau de ses préparations mijotées. C'est plutôt le Maroc qui a apporté un certain nombre de ragoûts utilisant les citrons secs, les pruneaux, etc. Ceux qui sont les tagines les plus connus. C'est devenu quelque chose d'assez banal et assez commun. Moi-même, je l'ai intégré dans ma cuisine parce que ce sont des palettes aromatiques vraiment fantastiques. Mais bien sûr, je ne les cuisine pas comme là-bas, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup moins gras et beaucoup moins sucré. Une dernière étape est celle maintenant de l'implantation extraordinairement forte de l'Asie, en particulier de la Chine et de l'Indochine, représentées par ces diverses cultures, que ce soit le Vietnam, le Laos, la Thaïlande ou le Cambodge. Le Japon, bien sûr, à un autre degré, puisque le Japon est surtout implanté à Paris au niveau d'une restauration rapide de poissons crus. La Chine a fait une entrée massive à travers ses restaurants, à travers ses supermarchés, à travers son dynamisme commercial. J'habite dans le 13e, donc j'ai presque les yeux bridés parce que je mange chinois depuis 25 ans. Je fais mes courses aussi dans les supermarchés chinois. J'y trouve un ensemble de produits beaucoup moins chers que dans le commerce français qui vient directement d'avions de toute l'Asie. J'en suis très heureux, je cuisine au wok et je ne suis pas le seul. Ceci m'a permis d'intégrer dans ma propre cuisine une cuisson de légumes verts ou de légumes frais toute l'année, beaucoup moins cuisiné que je le faisais avant. Et je pense que c'est un mouvement un petit peu irréversible. Nous sommes d'une certaine façon asiatisés en même temps que la cuisine française de haut de gamme s'étend dans le monde. Nous sommes aussi de cette cuisine-là, même une certaine cuisine populaire s'asiatise parce que cette manière de cuisiner est beaucoup plus pratique, si je puis dire, pour cuisiner rapidement, mais aussi respecte les légumes un peu mieux. Les légumes verts, selon Escoffier, étaient l'écueil de la cuisine. Les légumes ne sont pas l'écueil de la cuisine asiatique, c'est la richesse de cette cuisine. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci Christian Boudin. D'ailleurs, à vous écouter, messieurs, dames, je me dis qu'une des difficultés de ce type de discussion, c'est de savoir de quelle cuisine on parle. Évidemment, on va parler de toutes, mais la cuisine domestique a une certaine logique. La cuisine de restauration collective, encore une autre. Peut-être qu'il faudrait encore faire d'autres distinctions, une cuisine de restauration plus ordinaire, et puis la cuisine que vous avez qualifiée de haut de gamme. Alors, elles ont des relations. Je causais du domestique. Voilà, mais bien entendu, il faut toujours savoir de quel point de vue on parle, d'où parle-t-on. Et ça va être le moment pour de grands chefs de parler. Donc je pense qu'ils auront à cœur de parler de leur pratique, peut-être avec des exemples concrets. Peut-être qu'ils auront aussi envie de parler de la cuisine domestique, dont d'une certaine façon nous sortons tous, même si on est grands chefs, parce qu'on sort tous d'une certaine façon de la cuisine familiale. Et je commence par Jean Bardet, par exemple. Il y a un micro, Jean. Oui, oui. Bonjour mesdames, messieurs. Moi je suis surpris, vraiment j'en ai appris énormément aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais vraiment, monsieur l'historien, vraiment je ne savais pas qu'un cuisinier savait faire tout ça. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a intégré, tout ce qui nous a été transmis depuis le fond des temps. Mais vous avez parlé beaucoup de certains pays, mais vous en avez oublié d'autres. Est-ce qu'on ne mangeait pas non plus en Islande, en Amérique centrale, en Afrique, en Amérique du Nord? Non, on ne mangeait pas là. Bon, je ne sais pas. Mais il est vrai que d'abord, je vais vous parler un peu de notre métier, du métier de cuisinier. C'est vrai qu'on l'a un petit peu starifié, ce métier. On starifie un peu les étoilés, les gens. Mais vous savez, un restaurant étoilé, une étoile non plus n'a pas... disons, c'est pas quelque chose de très important, ça n'a pas une valeur absolue. On peut très bien manger dans une maison non étoilée, on peut très bien manger chez les gens, chez l'habitant. Moi, j'ai fait des repas extraordinaires chez les gens, parce que c'était des repas qui ont été faits avec amour, avec tendresse. C'était des repas d'offrande, des repas généreux, il y avait du cœur là-dedans. Donc, le métier de cuisinier, c'est vrai que c'est un vrai métier. Je dois vous dire, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier parce que c'est pas simplement faire la cuisine. Faire la cuisine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, chez nous, à 6h30, on commençait à faire les gougloffs, les croissants, les brioches, le pain, les cakes, toutes ces choses-là, avec du levain naturel. Donc nous sommes boulangers.
On sait faire aussi la confiserie, on sait faire aussi les glaces, on sait faire également la pâtisserie, on sait travailler les légumes, même au wok, même à la vapeur. C'est pas nouveau, on faisait ça aussi, des légumes sautés, c'est déjà arrivé. Vous voyez, on sait faire la boucherie, on sait faire la charcuterie, on sait faire les poissons, on connaît les poissons. Donc il faut connaissance générale de tous ces produits, il faut d'abord les connaître. Donc c'est toute une vie de travail, c'est toute une vie de connaissance. On ne peut pas travailler quelque chose, on ne peut pas faire des recettes si on ne connaît pas la cuisine. Et la cuisine, on l'apprend à travers les produits, à travers les gestes, à travers les gens. Alors il est certain que la cuisine intégration de technologies, de gestes, de produits issus d'autres cultures nous ont enrichis. Mais nous enrichis, mais nous n'avons pas perdu notre âme, ni notre fond historique, ni nos racines. Dans nos assiettes, on aime retrouver justement cette chose à penser. On pense toujours aux plats qu'on a mangés dans notre enfance, de plats de famille, des plats de région, parce que quelque part, on a été façonné aussi par notre pays. Moi, j'ai travaillé à Bangkok pendant 4 ans, j'étais consultant résident d'Oriental, et au départ, lorsque j'arrivais à Bangkok, je faisais une cuisine française, une cuisine avec des plats. J'emmenais même mes canards, les lièvres, les foie gras, tout ça en Thaïlande. Et puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était une sottise, parce que ces plats-là étaient déplacés là-bas. Les gens ne connaissaient pas ces produits-là. Ils avaient envie, lorsqu'on fait la cuisine, il faut aussi penser que c'est fait pour procurer du plaisir, pour donner des émotions. Mais il faut aller dans le sens des gens. On peut pas leur dire, bon, écoutez, mangez ça, moi je suis cuisinier français, je vais vous faire un cassoulet toulousain à Bangkok. Ça n'a absolument aucun sens, parce qu'il y a une hygrométrie de 85 degrés, il y a un érotisme latent, il y a une température très forte, on ne boit pas de vin. Dans le même sens, voyez-vous, que je considère que lorsqu'on fait une cuisine asiatique en France, c'est intéressant, on peut voyager. Mais cette cuisine-là, c'est une cuisine qu'on peut faire toute l'année. Un couscous dont on parle maintenant, quand j'entends dire que le couscous, ça devient le plat favori des Français, mais on va où là? Longtemps, c'était le gigot haricot, la gelée, ça a été la blanquette de veau, c'est vrai, c'est ça. Mais le couscous, on peut en faire partout dans le monde. On peut en faire toute l'année, n'importe où. Par contre, je disais, un petit agneau de lait, vous savez, avec la chair humide et des odeurs d'herbes tendres, les premières asperges qu'on en goûte, les champignons qu'on a eus cette année merveilleusement, tous ces produits toute l'année, parce que nous faisons une cuisine de saisonnalité. Nous ne faisons pas une cuisine figée. Ce sont les plats, ce sont les plats d'anthologie. Ça n'a pas de sens. Le lièvre à la royale, on a envie de la manger tout de suite, même si c'est qu'une vulgaire capilotade, parce qu'on fait une cuisine des saisons. Et ça, c'est la richesse de la France. La richesse de la France, pourquoi les Français ont du goût? Eh bien, les Français ont du goût bien parce qu'ils vivent justement dans un luxe, un luxe inconscient. C'est que toute l'année, à portée de la main, nous avons des beaux produits. Nous avons des produits frais de grande qualité, des produits qui correspondent exactement à nos besoins nutritionnels. Au printemps, on va manger des petits pois gourmands, on va manger les premières fèves, on va manger les premières asperges, l'agneau, les cerises, les fraises. Mais vous vous rendez compte, on appréhende chaque saison parce que notre organisme a besoin de ça. C'est ça aussi l'équilibre. On fait, disons que on ne choisit pas, on va au marché, on choisit, on a ces beaux produits qui sont là. On ne fait pas intervenir la gourmandise ni la valeur des choses. Si la cuisine maintenant, il faut que cette cuisine soit, il y a une surenchère de produits, il y a une valeur de produits. La cuisine, c'est une cueillette. Le bonheur qu'on a à travers la table, c'est une forme de vibration. Donc c'est pour ça que les Français ont du goût. Entre autres, où nous avons une technique, nous avons une science, nous avons des générations de chefs qui ont bâti cette cuisine. Et nous ne faisons pas, comme d'autres pays, une cuisine d'emprunt. Beaucoup de pays, des grands pays qui se disent, ils n'ont pas d'identité culinaire, ils n'ont pas de plat à part quelque chose comme ça. Ils ont besoin aussi, moi j'ai travaillé en Australie, vous savez, en Australie, il y a beaucoup plus de terrains de golf, de cricket que de jardins potagers.
Donc c'est des gens-là, il faut une cuisine, on fait un peu orientale, un petit peu thaïlandaise, un peu japonaise, la New Californian cuisine, le barbecue, c'est vachement bon, vous savez, avec une patate qui est enveloppée dans un papier d'aluminium, vous savez, quand le poulet est cuit rosé, saignant avec un verre de mercurochrome. Mais ça c'est un petit peu... C'est pour ça que j'insiste en vous disant que la cuisine française est parmi une des meilleures du monde. Et c'est vrai que c'est un laissez-passer extraordinaire. Ça ne veut pas dire... Et moi, je considère que... c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, qui n'appartient pas aux cuisiniers, qui appartient à toute la filière, à tous les gens qui élèvent, qui produisent, qui cultivent, qui vinifient. Ça appartient aussi aux gens qui transforment. Ça appartient aussi à la ménagère qui le matin va au marché avec son cabas acheter son poireau, son chou rave et son morceau de plat de côte pour faire un pot-au-feu. C'est ça aussi. C'est une cuisine de mémoire, une cuisine transmise, une cuisine qui est une tradition française. Alors, nous avons à l'IHCA la velléité d'introduire l'inscription de la cuisine et la gastronomie française parmi le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Eh bien, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une reconnaissance mondiale des gens qui diront officiellement ce qu'ils doivent à la cuisine française, ce qu'ils doivent au goût français. Et en plus de ça, ça sera pour nous Français, eh bien peut-être une prise de conscience aussi de mettre dans son assiette des produits un peu plus justes et de saison. Merci beaucoup, M. Sanderès. Et nous terminons ce premier tour de table, ce qu'elle veut dire, avec Alain Sindrins. Merci. Bonjour. Je vais revenir au sujet initial qui est l'influence des cuisines extérieures sur la France. Il faut savoir que dans la Gaule ancienne, il y a 2000 ans, on n'avait aucun produit. Il y avait le sanglier, la truffe, la châtaigne. Il n'y avait même pas les volailles. Les volailles viennent d'Afrique ou d'Inde. Il n'y avait rien. Et ce sont toutes nos croisades, toutes les invasions qui nous ont apporté des produits. Mais le génie français, c'est d'avoir su malaxer tout ça. C'est d'avoir su malaxer tout ça et de le faire croire dans un premier temps français, puis maintenant c'est devenu français. Je donne comme exemple, un peu peut-être exagéré, mais pas loin de la vérité, les Romains, lorsqu'ils sont venus en France, ils sont arrivés, ils mangeaient couchés. Mais ils sont repartis, ils mangeaient assis sur les bottes de foin. Donc vous voyez comment on a transformé, ils nous ont apporté beaucoup, on leur doit beaucoup. Et monsieur tout à l'heure parlait de la cuisine romaine, que c'était une cuisine bouillie. Sauf qu'ils faisaient rôtir après. Donc, je suppose, vous savez, il y a une tradition en France, peut-être partout dans le monde, on dit hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Et le poulet au lait de ma grand-mère était bien meilleur. Et moi, je n'y crois pas vraiment à ces choses-là, puisque, par exemple, pendant que les Romains faisaient bouillir, c'est parce qu'il n'y avait pas de frigo, peut-être ça nettoyait, et ça attendrissait la viande, et puis on la rôtissait. Et je crois qu'il y a eu sans arrêt des progrès, en tous les cas en France, sur la qualité de la matière première. Ceci dit, les influences que nous avons reçues correspondent à la domination économique de certaines régions du monde. Bon, commençons par la Chine. La Chine a eu sa domination avant Rome, et même si elle a laissé peu de choses en cuisine, on s'est intéressé par la Chine. Les jésuites, le Portugal a commencé à aller en Chine, est allé au Japon, et au Japon, c'est eux qui ont fait la tempura. La tempura, que moi j'adore, je considère extraordinaire. Il faut savoir que c'est un plat portugais. Ce sont les jésuites portugais qui ont amélioré les beignets qui étaient faits au Portugal avec une technique un peu japonaise. Donc, il y a une influence des deux côtés. Par exemple, l'Italie. L'Italie, mais l'influence italienne remonte bien avant
que nous ayons eu deux reines italiennes qui sont venues en France, de la famille Medici, mais il y a eu Marco Polo. Marco Polo, maintenant en Italie, depuis quelques années, il y a une bagarre pour savoir si les pâtes sont d'origine italienne ou chinoise. Alors, je ne suis pas calé là-dessus, mais si ce qu'a réécrit Marco Polo est vrai, je crois plutôt que les Chinois n'y sont pas pour rien. Alors, peut-être que certaines choses ont peut-être été faites simultanément. Après, dans l'état moderne, il y a eu, c'est vrai, les voyages des chefs. Et les voyages des chefs, en tous les cas pour moi, ça a été le Japon et toute l'Asie. Ça a été pour moi une grande découverte. La première fois que je suis allé au Japon, c'est comme j'avais l'impression d'être sur la Lune. C'était un monde complètement différent. Il y avait dans l'assiette le produit pratiquement nature, cru ou peu cuit, très peu de légumes et les sauces à côté. Et les sauces, c'était la wasabi, du soja. Ah, tout à l'heure, vous parliez du soja. Vous parlez de sauce tomate qui était fait au soja, mais peut-être que vous êtes qui était faite aux champignons. C'était du soja qui était fait aux champignons. Et il y a une recette d'Escoffier à ce sujet. Mais pour revenir à... Je parlais de quoi, là? L'influence japonaise. Moi, je pense que j'ai dû être asiatique dans une autre vie, tellement je me sens à l'aise là-bas, j'y vais pour mon plaisir, j'y vais pour bosser, et j'ai intégré totalement la cuisine thaï, la cuisine japonaise, pas la cuisine coréenne parce qu'elle ne m'intéresse pas, il y a trop d'ail, c'est pas très raffiné pour moi, et je fais des plats avec beaucoup de produits asiatiques. À un moment donné, d'ailleurs, à tel point que les journalistes français me disaient que j'étais trop japonisant, alors que maintenant, ça redevient à la mode. Et dans cette cuisine, il y a beaucoup plus de légèreté que dans d'autres cuisines. Vous allez parler aussi de rapports interrégionaux. Dans la cuisine interrégionale, il y a eu des influences, mais ça correspondait à des échanges. Vous parlez de pruneaux. Et hier soir, avec Olivier Rollinger, qui était en face de moi à table, m'expliquait ce que je ne savais pas, que Agen donnait des pruneaux en Bretagne. Et la Bretagne leur donnait en échange de la morue. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on fasse le phare avec du pruneau. Il y a plein de recettes en Bretagne avec des pruneaux. Ça vient de ces échanges, pas culturels, mais de marchandises. Comment? Économiques. Et les pruneaux en Touraine aussi. Oui, mais en Touraine, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Non, mais il y a de tout en Touraine. Ouais. Alors, les colonisations, je trouve, et c'est très amusant parce que la semaine dernière à Paris, j'avais eu une interview d'un journaliste qui a pris une année sabbatique et qui fait un livre sur les cuisines du monde, un peu tout ça, à peu près le même sujet qu'aujourd'hui. Et il me disait qu'il trouvait que dans les grands restaurants, l'influence coloniale était nulle. Et c'est vrai que l'influence coloniale en France, c'est des restaurants populaires, c'est le couscous. Un grand restaurant, il y a très peu d'influence, des fois un peu de camoun, des fois il y a un peu de semoule, mais dans les grands restaurants, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, il y a très peu d'influence. C'est seulement des restaurants spécialisés qui sont bas de gamme, populaires, mais dans les grands restaurants, il n'y a pas de l'influence du Maghreb. Mais par contre, il y a l'influence de la Thaïlande, du Laos, tout ça, davantage. Mais oui. Quelqu'un a parlé des choses de Versailles. Mais avant Versailles, il faut quand même parler qu'il y a eu la cuisine, la poule au pot, et qu'il y a eu les pots. Et le pot, savez-vous qu'on a fait des soupes avant le pot? En Autriche et en Suisse, on a découvert dans des rochers, dans des arbres creux, nos arrière-arrière-grands-pères
mettait à chauffer dans du feu de pierre, il remplissait d'eau ce trou et mettait les pierres jusqu'à ce que l'eau bout. Et il rajoutait des légumes, de la viande, tout ce qu'il pouvait. Et la première soupe ou le premier pot-au-feu a été fait de cette façon-là avant que le pot soit inventé. C'est quand même le génie culinaire où va-t-il se nicher, quoi. Et puis toutes ces influences correspondent à notre époque. Notre époque, c'est le goût du nouveau à tout prix. Grâce à la communication, tout s'épuise un peu plus vite. Et donc les cuisiniers veulent toujours être au goût du jour, veulent se renouveler, et sans arrêt on cherche des choses qui sont des fois plus ou moins bien. Mais il y a cette volonté, ce goût du nouveau qui n'est pas toujours raisonnable. Mais par exemple, Proust, avant la guerre de 14, faisait parler sa cuisinière Françoise, qui critiquait le bœuf à l'époque, qui était moins bon que celui de sa mère, et que pour faire son pot-au-feu ou n'importe quoi à base de bœuf, c'était plus difficile qu'avant. Donc la critique du temps présent, à chaque époque, est une chose naturelle. Et Tacite le disait bien il y a 2000 ans, il disait « louer le passé pour dénigrer le présent ». Ah, il y a autre chose. Au Moyen-Âge, on a l'Aigre-Doux quand même, a marqué la France, l'Allemagne, et c'est allé jusqu'en Angleterre. L'Aigre-Doux a été une chose qui a duré assez longtemps. Pendant vos conversations m'est revenue une idée. Pas une idée, quelques-uns de mes souvenirs de lecture. Il y a un livre qui s'appelle, un saint gros livre, L'ouverture de cuisine, écrit par Pierre de Castelnau, qui était un cuisinier de chez moi, Bigourdan, et qui était le cuisinier des évêques de Liège. Et il faisait déjà un feuilleté, alors qu'on le fait remonter à Strasbourg, je ne sais pas, au XVIIe siècle, je crois, et lui, il le faisait avec des pâtes fila. Alors, ce n'était pas tout à fait la même chose. Le pastis dans nos régions, je suppose que nos arrière-grand-mères ont dû fauter quand il y avait les invasions arabes, et ont fait un pastis, quelque chose qui ressemble à toutes les variantes de la pastilla. Donc, les influences sont très fortes, mais le génie français, ça a été de les accepter, de les transformer et d'y mettre sa petite touche personnelle. Et puis, tout ça, c'est aussi le reflet de nos méridiens gastronomiques. C'est Jacques qui m'a appris cette expression. Et si je suis à Lille, à Shanghai, à Tokyo ou n'importe où, on n'a pas le même air, on n'a pas la même humidité, et nous-mêmes on est différents et on n'a pas envie de manger la même chose. Et je dirais donc vive la diversité, et comme on approche de midi, je dirais, comme vous êtes dans le pays de Rabelais, le pain urge, ça veut dire bon appétit. Panurge, le pain urge. Voilà. Oui, c'est une leçon à retenir. On pourrait terminer chacune de nos tables rondes par bon appétit. Mais bon, il n'est que quand même 11h moins le quart. La seconde... Voilà. La seconde table ronde commence officiellement à 11h30. Donc je crois qu'on va pouvoir se permettre de déborder un peu de 11h. On a donc 20-25 minutes de discussion. Je crois qu'il faut quand même commencer par entendre les gens de cette scène qui ont peut-être envie de revenir sur ce qu'ils ont ou elles ont entendu. Puisque Faustine Régnier m'avait objecté une chose, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le rapport à une cuisine dite régionale, mais entre parenthèses, c'est une formulation moderne, ça, hein, et à une cuisine qui est vraiment perçue comme étrangère. Simplement, il faut se rappeler que dans la notion d'étranger, on l'a souligné, il y a cette ambiguïté avec l'étrange,
C'est-à-dire que le fait que ce ne soit quand même pas la cuisine à la limite de la maman, c'est déjà un élément d'étrangeté dont il faut tenir compte. D'autre part, de quelle cuisine parle-t-on? Effectivement, est-ce qu'on parle de la cuisine domestique ou de la cuisine des grands chefs? Les grands chefs, dans la logique française, qui est la logique de l'artiste, hein, c'est très clair. D'ailleurs, quand il s'est créé une critique gastronomique, c'est qu'il venait de se créer une critique d'art. C'est absolument contemporain. Hein. À 30 ans près, vous avez la critique d'art, Diderot, etc., et vous avez Grimaud de la Reynière. C'est-à-dire que, effectivement, si on dit il y a une critique gastronomique, ça veut dire, ça sous-entend qu'en face, il y a un artiste. Alors évidemment, après, beaucoup de gens ont ricané en disant non, ne confondons pas, mais pour le critique gastronomique fondateur, à l'époque de l'Empire du Consulat, il est critique d'art. Hein. Et d'ailleurs, son art à lui, c'est d'écrire. À la limite, il peut ne pas toucher une bille en cuisine, mais il est l'homme qui écrit sur, comme un critique d'art n'est pas forcément un peintre ou un sculpteur. Vaste problème. Donc, je crois que dans cette perspective-là, c'est pas tout à fait la même chose de poser la question des influences étrangères à, j'allais dire, un chef artiste, ou à une enquête sur la cuisine domestique. Il y a peut-être ça. Le deuxième point, c'est que je suis quand même d'accord avec vous sur quelque chose d'essentiel, c'est que dans un pays aussi identifié que la France, parce que bon, parmi les particularités françaises, il y a l'ancienneté de l'identification à un destin national. Si vous êtes letton ou si vous êtes biélorusse, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Vous imaginez l'identité biélorusse, je ne pense pas que vous vous réveillez le matin, vous posez la question de l'identité biélorusse, sauf s'il y a des Biélorusses dans la salle, c'est pas évident. On peut même objecter que ça n'existe pas. Tandis que dans le cas de la France, c'est à la fois une bénédiction et c'est peut-être un poids très lourd, il y a une vieille identité française. Bon, d'accord. Et donc, du coup, le fait qu'il y ait des frontières dans nos têtes, dans la réalité c'est autre chose avec des douaniers, etc., mais dans nos têtes, ça peut jouer. Et je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. Quand on intégrait éventuellement la notion de choucroute, etc., on pouvait ajouter, oui, mais l'Alsace fait partie de la France. Elle faisait d'autant plus partie de la France qu'en 70, des méchants nous l'avaient enlevé. Donc c'était encore plus français. Donc je suis d'accord, on ne peut pas mettre tout à fait dans le même panier ce qui viendrait d'un espace qui est perçu comme français, y compris l'Algérie et le couscous, etc., et ce qui viendrait d'au-delà des frontières. Hein. On peut pas, mais en même temps, je maintiens que cette idée qu'il y a un exotisme, une étrangeté, ça doit quand même jouer. Alors, simplement, Faustine, vous aviez dit que vous vouliez revenir sur le couscous. Alors, oui, 2 minutes sur le couscous. Alors. Oui, pas longuement, mais il est vrai on entend dire que c'est le plat préféré des Français. Il faut préciser, là encore, dans quelles circonstances. En fait, c'est un sondage de la Sofres qui porte sur les plats préférés des Français hors domicile. Donc là encore, c'est pas chez soi. Et il me semble qu'on est peut-être un peu plus aventurier ou moins prudent hors domicile que dans sa cuisine. Et c'est notamment lié au succès du couscous dans les institutions. Hein, dans les cantines, le jour du couscous, c'est fête. Donc c'est de ça qu'on parle. Pas forcément. Les ménagères, évidemment, ne roulent pas le couscous elles-mêmes. Et quand on leur propose des recettes, elles ont aussi la formule du couscous en kit, hein, une boîte de sauce et puis la semoule à côté. Donc c'est pas non plus l'objet d'une très grande élaboration. Donc il me semble que c'est un statut assez particulier. J'aime bien le mot valise que vous venez d'inventer, aventurieux. Hein, c'est un mélange entre aventurier et aventureux, c'est pas mal, hein, aventurieux. Voilà. Jacques, je pense que vous avez des choses à dire sur tout ce que vous avez entendu. Oui, oui, vous voulez dire, le couscous, c'est pas une recette, ça, c'est pas. Vous comprenez, ça veut rien dire, ça. Non, mais vous entendez, les gens ont tous mangé un meilleur couscous quelque part. Alors on dit, ben moi, le couscous, j'en ai mangé à tel endroit, j'en ai mangé à tel endroit, il n'était pas comme ça. Il y a des centaines de façons de faire du couscous. Le cassoulet, vous avez vu les gens de Toulouse et les gens d'ailleurs. Ah ben le cassoulet, attention, moi je mets de l'oignon, je mets de l'épaule d'agneau. Ah ben moi je mets de la saucisse, etc. Donc c'est pas une recette, ça. C'est des choses qui... Eh ben, c'est pas une recette écrite, c'est simplement une transmission, un geste. On met ce que l'on a. La paella est balancée, c'est quoi? C'est une poêle avec du riz, et de la tomate, et puis on met ce qu'on a. On met du lapin, on met du poulet, on met de l'artichaut, on met des haricots verts, on a ce que sous la main. Vous comprenez, on ne peut pas dire je fais un vrai couscous. Il n'y a pas de vrai couscous, il n'y a pas de vrai paella, il n'y a pas de vrai tagine. C'est tout ça, c'est une expression, une sensibilité personnelle dans l'endroit où on se trouve avec les produits qu'on a sous la main. Je ne suis pas complètement d'accord parce qu'il y a des cassoulets codifiés. Il y a la recette du cassoulet de Toulouse, de Castelnaudary, c'est très précis. Il y a des choses que l'on met dans l'un et que l'on ne met pas dans l'autre. Et dans les couscous, c'est la même chose. Et puis, ce n'est pas le problème du couscous, c'est le problème de savoir rouler la semoule. Et ça, c'est tout un art. Moi,
moi, je trouve que ça, c'est fantastique. Bon, tout ce que l'on voit, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est toujours... Oui. C'est qu'on est sur un terrain évolutif. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire que là, on a plané à peu près sur 1000 ans. On voit bien que progressivement, on a toujours été plus loin vers l'éventail disons, des signaux émotionnels qui viennent en nous. Bon. Et cela, on le doit aux hommes de la Terre, à ceux qui sont venus. Mais je reviens à cette France qui a des fertilités très variées et qui a pu accueillir énormément, disons, de ces retours de voyage ou de ces gens qui sont venus. C'est pour ça qu'on est la France, par hasard, je dis bien, et se trouve être pas un conservatoire, au contraire, c'est un champ d'essai, hein, multisensoriel, multiculturel, au service de la cuisine. Et les cuisiniers l'ont bien compris et le font savoir. Et quand je me trouve avec les cuisiniers étrangers, j'ai la chance d'aller souvent au Japon, et ils me font des repas super. Je leur dis, mais pourquoi avez-vous appris la cuisine française? Parce qu'il y a la question, ils ont la cuisine japonaise, vous avez les cuisines chinoises, et des 5 tendances, et vous allez au Japon, vous allez dans les écoles de cuisine, les 3 cuisines, hein, le pavillon cuisine japonaise, cuisine chinoise et cuisine française. Bon. Eh bien, ils m'ont tous répondu la même chose, c'est parce que votre façon de faire la cuisine peut s'adapter dans toutes les parties du monde. Et là, on revoit bien tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que la France a accueilli des produits qui venaient de Chine, qui venaient d'Asie, qui venaient d'Afrique, etc. Et parce qu'on est là, hein, on ne les a pas refusés, on les a accueillis, et on a retiré d'eux la quintessence, c'est-à-dire ce qui apportait du plaisir. Et ça aussi, ça m'intéresse, parce que vous savez qu'on a un cœur, des poumons, et il y a une dizaine d'années seulement, hein, en neurophysiologie, on a bien identifié, au niveau de l'hypothalamus, ce centre du plaisir. C'est-à-dire celui qui nous régit en permanence. Eh bien, je pense que si, dans ce pays de la France, on est allé pour choisir des sources émotionnelles, on les a choisies uniquement parce qu'ils nous apportaient un plaisir. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler du plaisir. Par contre, le plaisir... Il faut un désir d'abord et ensuite un effort. Il n'y a pas de plaisir sans effort. Et tous les cuisiniers, c'est ce que j'aime dans leur métier, c'est que quand ils vous apportent un produit devant vous, si les gens songeaient à l'effort que ça a demandé, aux années d'apprentissage que ça a demandé, eh bien, vous n'avaleriez pas sans goûter. Voilà. Je crois que... Effectivement, pas de plaisir sans effort, c'est exactement ce que disait Épicure d'ailleurs. Christian Boudan. Oui, je voulais réagir sur une phrase qui était prononcée, sur cette inquiétude d'une possible dilution des identités culinaires devant la mondialisation. La cuisine, c'est un processus qui se crée plus ou moins vite. Certaines cultures sont figées dans le temps, sont très attachées à leurs traditions, sont peu ouvertes sur le monde. Nous vivons dans un pays qui est extraordinairement ouvert. Paris a toujours été une ville ouverte et notre cuisine est en perpétuelle évolution. Je ne crois pas à une dilution des identités culinaires, que ce soit la nôtre ou celle d'autres pays. Bien au contraire, la mondialisation, ce n'est pas la généralisation des mêmes processus partout, des mêmes habitudes, c'est la mise en concurrence généralisée. Et la mise en concurrence généralisée aujourd'hui, c'est la mise en concurrence généralisée des pays, ne serait-ce qu'au niveau du tourisme, qui est en passe de devenir la première industrie mondiale. Actuellement, ce qui se passe, c'est que des pays se constituent une culture culinaire, s'inventent une culture culinaire nationale qui n'existait pas avant, puisque c'était un ensemble de cultures régionales qui n'avaient pas d'unité. Le cas de l'Inde, par exemple, est tout à fait typique. L'Inde s'est découvert peu à peu une cuisine indienne à travers la presse, à travers anglaise, à travers des livres de cuisine dans les années 1970. Ce n'est pas un cas isolé. D'autres pays commencent à émerger comme puissance culinaire, alors que pour nous, ça a toujours été négligeable. Si la France aujourd'hui se déclare comme candidate potentielle à une reconnaissance de l'UNESCO, c'est quand même par réaction.
Les premiers à avoir tiré un obus, c'est les Mexicains. Alors ils se sont fait jeter, ils se sont très pris maladroitement, mais il ne faut pas penser qu'il y aura la France et personne d'autre. Les Péruviens sont en train d'astiquer le canon. Hein, ils proclament tout haut que Lima est la capitale gastronomique des Amériques. Ils ont des écoles culinaires. Ils ont une nouvelle cuisine péruvienne. Et ce ne sont pas les seuls. C'est-à-dire de nombreux pays, non pas se pensent comme la première cuisine du monde, puisqu'il n'y a que 2 pays qui osent dire ça, ce sont les Chinois et les Français. Mais je connais au moins une bonne demi-douzaine de pays qui disent qu'ils ont la deuxième ou une des meilleures. Alors, je ne partage pas un sentiment comme ça où la culture américaine mondialisée viendrait diluer comme ça les identités culinaires. Sur ces propos optimistes, je crois qu'Alain Sindrin, vous voulez poser des questions? Oui, mais je crois qu'on n'a jamais pensé des choses pareilles. Et au sujet de l'Inde, l'Inde a une vraie cuisine et elle a été transmise par l'Angleterre, ça c'est certain, mais il y a des vraies traditions indiennes très fortes et de vraies recettes. Je n'ai pas dit ça, hein. Je dis une cuisine indienne unifiée, au sens, il y a des cuisines punjabi, etc. Absolument, non, tout à fait. Il y a des cuisines régionales, comme chez nous. C'est très divers, oui, mais le problème est plus complexe. Simplement qu'un Indien s'est jamais pensé comme faisant une cuisine indienne. C'est très récent, c'est très nouveau. Il pensait qu'il fait une cuisine punjabi ou de Calcutta ou de l'Assam, etc. Hein, mais cuisine indienne, non, ça n'a pas de sens. Alors que la France, vieux pays de centralisme, s'est pensé une cuisine française très, très tôt. C'est tout à fait logique, c'est à chaque pays sa culture et sa cuisine. Il nous reste quand même une 10-15 minutes pour que la salle prenne la parole. Il y a même déjà un doigt qui se lève, alors c'est tout dire. Le doigt va devenir une main qui va prendre un micro. Et puis chacun se présente en 2 mots et pose sa question. C'est à moi ? Oui. Bien. On a évoqué... Présentation pour le public. Pardon ? Qui parle ? Présentation pour le public. Plus bas. Bon. On a évoqué... Non, vous vous présentez. Vous vous présentez. Oui, voilà. Qui êtes-vous ? Oui. Identification. Une historienne du culinaire, voilà. Ah. Et un professeur d'université à la retraite. On a évoqué donc le Japon, on a évoqué l'Inde, on a évoqué aussi Vincent Lachapelle, qui est un cuisinier qui m'intéresse particulièrement. Vincent Lachapelle, je ne pense pas qu'il ait été appelé à l'étranger parce que c'était un réfugié huguenot. Et d'ailleurs, on a très peu de données biographiques sur Vincent Lachapelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, d'abord, il était au service de Lord Chesterfield en Angleterre. Mais ensuite, il est allé, évidemment, dans un autre pays protestant, à savoir les Pays-Bas, et il était au service de Guillaume d'Orange. Et d'après son livre, La cuisine moderne, qui est, à mon avis, le livre de cuisine le plus intéressant du XVIIIe siècle, on voit très bien qu'il a dû avoir des contacts avec la Compagnie des Indes orientales, qui était un facteur naturellement très important d'échanges de toutes sortes. Parce qu'on voit là déjà des manifestations d'une cuisine indienne. Et puisque Vincent Lachapelle était huguenot, je crois qu'on devrait mentionner aussi la diaspora huguenote. Elle est en fait très importante, à l'époque évidemment où les huguenots ont été chassés. Il est vrai qu'elle se manifeste surtout au niveau du vin, parce que les huguenots sont allés par exemple en Afrique du Sud, ils sont allés en Amérique du Nord, ils sont allés en Amérique du Sud, au Brésil, et ils sont, paraît-il, à la source des vignobles de l'Afrique du Sud. Donc, si on veut intégrer le vin aussi dans le monde du culinaire, je crois qu'il y a là un facteur d'échange relativement important. Quant au Japon, si je peux dire une petite chose, parce que j'ai été plusieurs fois au Japon, il est tout à fait vrai que les Japonais ont une très très grande estime pour la cuisine française. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les Japonais auxquels vous avez parlé ont dit que c'est parce que c'est une cuisine qui est très adaptable.
En fait, j'ai pensé que la cuisine italienne aussi est très adaptable et on la voit très peu parce que je crois que la cuisine japonaise aux nouilles, et Dieu sait qu'il y en a, ça ne vient pas de l'Italie. Je pense que cette place qu'occupe la cuisine française au Japon est due à une image de marque qui s'associe à ce qui est français. Par exemple, les Japonais que je connais qui parlent le français, qui sont francisants ou qui ont été romanistes au niveau de l'université, sont très estimés, ils font partie d'une élite sociale. Jusqu'à lorsque j'étais invitée une fois chez un Japonais, et ils invitent relativement peu chez eux. D'habitude, c'est au restaurant. On a préparé un repas français. Alors ça, c'était vraiment le summum, c'était l'empiré. Et je pense qu'il y a là une raison importante pour laquelle la cuisine française occupe cette place au Japon. Merci de cette contribution. D'autres interventions ? Bonjour, Alex Miles, sociologue. Je veux juste faire un petit commentaire par rapport au mot terroir. Vous avez raison de dire, Monsieur Puiset, que dans la langue anglaise, il n'y a pas de mot terroir. Mais la terre est un ensemble de terroirs et ce n'est pas uniquement en France où il y a terroir. Donc, il faut défendre cette notion de la terre aussi. Et aux États-Unis, le fait que les gens bougent beaucoup moins qu'auparavant, ils ont découvert qu'eux aussi, ils ont un terroir. Et notre commentaire par rapport à la langue, le mot cuisine existe en langue anglaise pour définir un certain nombre de choses qu'on connaît bien. Donc, ça ne s'arrête pas, comme M. Bardet a dit, à la barbecue et les patates à la lue. Pour l'instant, ce sont des interventions plus que des questions, donc allons-y. Je pourrais revenir sur Vincent de la Chapelle. Bien sûr. Pour répondre à madame. Je suis globalement d'accord, mais Vincent de la Chapelle a subi l'influence anglaise et c'est peut-être pour ça qu'il a fait un des premiers, la nouvelle cuisine, qui a parlé de nouvelle cuisine. Et il y a un universitaire anglais qui s'appelle Stephen Mullen, qui est Menel, qui a parlé de la cuisine anglaise et son retard à cause du puritanisme. Et que les Anglais avaient besoin de cacher le plaisir et éventuellement d'essayer de ne pas en avoir. C'est quand même assez... Je m'excuse, monsieur Sandrin, mais c'est pas Stéphane Menel qui a parlé de puritanisme. Au contraire, il dit qu'en fait, ce sont les cuisiniers français qui ont tué la cuisine française. Celui qui impute le déclin de la cuisine anglaise au puritanisme, c'est moi. Ah, écoutez, dans le livre de Menel, Menel a parlé de ça. Peut-être que vous l'avez fait avant. Il attribue le déclin de la cuisine anglaise au non-conformisme anglais au XIXe siècle. Et il pense qu'en fait, si la cuisine anglaise a été assombrée, elle a été décapitée par le haut par la cuisine française. Et il dit justement qu'en fait, il ne pense pas que ce soit le puritanisme qui ait fait que cette cuisine... Alors j'ai très mal lu Stéphane Menel. Parce que Non, je défends je défends Boudon, enfin Boudon, ce qui est à Boudon. Ah oui, que vous ayez dit ça, c'est une question de terroir, si je comprends bien. Mais Menel a bien dit que le problème anglais, ça venait du puritanisme. Et non, justement, il le nie. Ah non, il cite un exemple, un autre auteur allemand, un journaliste allemand, qui avait déjà parlé de ça. Bon, ce qui me plaît bien dans dans ce genre d'échange, c'est que c'est bien la preuve de la dimension culturelle de la cuisine, parce que ça, c'est un type d'échange, de colloque universitaire, avec des hypothèses qui s'opposent. Vraiment, la cuisine est un objet légitime, avec des discussions assez pointues, avec des hypothèses qui s'affrontent, comme si c'est de l'érudition, c'est très bien. Très bien. Allez,
La salle encore. Peut-être une dernière question. Quand on dit une dernière question, généralement, plus personne n'ose la poser, mais allons-y. Il y a une candidate. Attendez le micro et présentez-vous. La dernière question. Frédéric Dupuis, observatrice. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Vous parliez de l'Angleterre et je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de Londres, en fait, comme capitale qui, depuis 10 ou 15 ans, a vraiment beaucoup changé d'un point de vue restauration et qui a accueilli, pour moi, justement, énormément de pays et de saveurs incroyables. Oui, voilà, c'est une question qui est posée à tout le monde, donc ça sera le final avec toute la troupe. Alors, Alain Sadrin. Londres a beaucoup changé, c'est vrai. C'était une ville où on trouvait les meilleurs restaurants indiens et les meilleurs restaurants chinois. Et puis, depuis 10 ans, disons, on trouve quelques chefs français ou des Anglais qui font de la cuisine française de grande qualité. C'est très bien pour les Anglais qu'ils apprennent à bien manger, quoi. Alors, in cauda venenum, comme on dit pas en anglais, mais en latin. Alors, oui, je veux peut-être recontextualiser. Christian Boudin. Recontextualiser votre question. C'est vrai que j'ai vu que depuis quelques années, les étoiles au Michelin avaient grandi dans le guide de Londres. Je ne sais pas si cette montée comme ça en qualité et autre chose concerne uniquement les restaurants gastronomiques. La seule chose que je vois, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de pays se positionnent comme capitale gastronomique. Il y a un colloque, je pense, avec Lyon et Montréal qui au mois de décembre. Montréal a envie de devenir une capitale gastronomique. Actuellement, je connais au moins 3 ouvrages universitaires qui s'appellent Tourisme et gastronomie. C'est-à-dire où il y a eu des colloques, il y a des études universitaires, ce sont des filières, et majoritairement, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, c'est l'Angleterre, ce sont des pays anglo-saxons qui ont bien compris que la gastronomie était un vecteur extraordinairement important de développement du tourisme. La reconnaissance par l'UNESCO rentre aussi pour moi dans ce paysage. Donc Londres, capitale gastronomique, je veux bien. Est-ce que c'est une réalité populaire? On n'ira pas jusque-là, s'il vous plaît. Pardon? On n'ira pas jusque-là. Non, mais c'est proclamé, hein, comme d'autres pays le font. Ça pose une question beaucoup plus vaste. Est-ce qu'il y a autre chose derrière une vitrine d'étoiles? Est-ce qu'on mange bien dans la rue? Est-ce qu'il y a une cuisine de rue? Est-ce qu'il y a une cuisine populaire? Est-ce que tout ça n'est pas mort? C'est une question beaucoup plus vaste qui, à moi, m'importe, si je puis dire, beaucoup plus que des stratégies marketing, fussent-elles menées par des nations ou des offices de tourisme nationaux. On aura compris que cette dernière réflexion pourrait valoir pour la France. Peut-être qu'un jour, hypothèse pessimiste, que je ne partage pas, mais que la France elle-même soit une belle vitrine gastronomique avec plus rien derrière au niveau des familles et de la rue, hein, quand même. C'est une des possibilités d'évolution. On a quand même une chance en France, c'est la qualité des produits. Moi qui voyage beaucoup, dans certains pays, c'est difficile de trouver des produits qui égalent en qualité les nôtres. Avant de donner le dernier mot, pas vraiment de conclusion à Faustine Régnier, je voudrais signaler que ce genre de débat a au moins une signification.